toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau live Citeo sur LinkedIn. Je me présente en quelques mots, je suis Adeline Abeg, je travaille au sein de l'équipe communication chez Citeo. Alors avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, quelques mots sur Citeo, entreprise à mission mobilisée pour accélérer l'économie circulaire et réduire l'impact des emballages ménagers et des papiers graphiques sur la planète et sur la biodiversité. Alors, parmi les leviers complémentaires que Citeo active, eh bien, il y a l'éco-conception, c'est le sujet du jour, mais aussi, bien sûr, la collecte sélective, le geste de tri, le réemploi et le recyclage, notamment. L'année dernière, nous avons lancé un programme pédagogique et interactif sur les réseaux sociaux qui s'appelle « Plus on sait, mieux on fait ». Et c'est dans ce cadre, mais aussi dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, qui a commencé le week-end dernier, que nous vous proposons ce live donc sur le thème de l'éco-conception des emballages et des papiers, ou comment réduire au maximum leur empreinte sur l'environnement. Alors, faut-il tout simplement les supprimer, les réduire, les alléger, les réemployer ou les recycler, ou bien peut-être un peu de tout ça à la fois. Ça fait beaucoup de questions pour nos deux invités qui répondront à vos questions tout au long de cette heure d'échange et qui nous apporteront leur éclairage et leur expérience. Je vais vous les présenter tout de suite. Il s'agit de Fleur Lim. Bonjour. Bonjour Fleur, merci beaucoup d'être avec nous. Fleur, vous êtes ingénieure environnement et responsable développement durable emballage pour l'entreprise Decathlon, une entreprise qu'on ne présente plus et qui est spécialisée dans les articles de sport. Donc votre rôle, c'est de définir la stratégie environnement pour les emballages et de superviser sa mise en œuvre, notamment auprès des équipes de conception et de production. Tout à fait. Valentin Fournel, bonjour Valentin, merci d'être avec nous. Là, je passe au-dessus, puisque nous sommes collègues. Tu es le directeur service éco-conception de Citeo et tu as pour mission de coordonner la vision et le plan d'action de Citeo en matière d'éco-conception, emballage et papier pour les deux périmètres. Alors, ça recoupe l'accompagnement et les services pour les entreprises, les clients, mais aussi la R&D et le soutien à l'innovation. Tout à fait. Alors, je vous invite dès maintenant, si vous avez déjà des questions, et tout au long de l'heure, je vous invite à poser vos questions donc à travers le fil de commentaires directement sur LinkedIn. N'hésitez pas, pour nos deux invités, nous y répondrons. Nous prendrons les premières questions dans quelques minutes. Avant cela, je vous propose de découvrir comment quelques habitants d'Angers et de Paris appréhendent les emballages et surtout leur impact sur l'environnement, mais aussi quels sont leurs choix de consommation en tant que consommateurs. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Je dirais pas que je suis une personne très attentive. Ouais, en général, j'essaie de pas trop acheter d'emballage en plastique. Et pour tout ce qui est du vrac, j'essaie d'acheter le plus en vrac possible. Comme je suis étudiante, j'achète surtout en fonction des petits prix, quoi. Tout simplement, s'ils sont des choses où je trouve que l'emballage ne sert à rien, je préfère ne pas prendre ça et prendre une autre chose où il n'y a pas d'emballage, par exemple. Autant dans le design, les couleurs utilisées et tout ça, que dans la matière utilisée, ça va m'attirer plus ou moins, quoi. Ah bah oui, moins d'emballage, mieux j'achète. Ça, c'est clair et net. Moi, je pense que ça devrait servir vraiment à protéger les aliments qui ne peuvent pas se vendre d'une autre façon. Ah, le problème, c'est que là, actuellement, on est plutôt dans un rôle de packaging et d'attirance, mais pour moi, l'emballage, ça sert vraiment juste au contenant et pouvoir contenir ce qu'on va réceptionner. Oui, j'ai remarqué des changements, peut-être aussi dans la composition des emballages. De manière générale, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de suremballage. J'ai pas forcément vu beaucoup de changements, on va dire, en termes d'emballage. Par contre, j'ai vu plutôt des grandes surfaces qui commencent à faire du vrac. Que ça soit simple, pratique, personnalisé et écologique en même temps. C'est un emballage qui se recycle. Franchement, c'est juste qui se recycle et qui est fait à partir de recyclés. Pour moi, l'éco-conception, c'est le fait de, quand on développe un produit, c'est d'intégrer au maximum une démarche environnementale et de recycler. C'est des gens qui ont réfléchi à faire en sorte de produire, dans le cadre des emballages, un emballage le plus éco-friendly. Peut-être vulgariser parce que par exemple moi j'y connais rien dans les packaging aussi des produits. Intégrer une petite note pour comprendre en quoi c'est bon pour l'environnement et voilà.
vulgariser le sujet, c'est ce que nous dit Violette. Et c'est vrai que l'éco-conception, notamment appliquée aux emballages au papier, est un sujet parfois complexe, en tout cas c'est un sujet technique et les consommateurs ont de plus en plus envie de savoir, de comprendre, notamment pour éclairer leur choix. Alors justement, on reviendra sur la communication auprès du consommateur en la matière, qui est un sujet à enjeu. Mais commençons avec toi Valentin, puisque justement on veut de la vulgarisation et de la pédagogie, alors on va y aller notamment sur la question des définitions, et notamment de la définition, de ta définition de ce qu'est l'éco-conception appliquée aux emballages et les papiers. Quelle est-elle pour toi ? Alors, l'éco-conception de manière très très large, c'est comment prendre en compte systématiquement, lors du développement d'un produit ou d'un emballage, le critère de son impact environnemental. Historiquement, l'emballage a des fonctions et donc on concevait les emballages en fonction de ces différentes fonctionnalités. La protection du produit, le transport, l'industrialisation, etc. etc. L'éco-conception, c'est vraiment rajouter une brique qui n'est pas sur le côté, qui est vraiment indispensable, qui est comment est-ce que je mesure déjà son impact environnemental dans le but de le réduire. Et de réduire l'impact environnemental de l'emballage, mais en fait au global du produit emballé. Mais la question de la fonction reste au centre. Bien sûr. Il faut bien comprendre que l'emballage a une fonction, et notamment sa fonction première va être celle de la protection du produit. Si on regarde des études environnementales, des ACV par exemple, on voit qu'en général, l'emballage va représenter entre 5 et 10% des impacts environnementaux du produit emballé. On voit bien là, quand on dit ça, que la priorité doit toujours être de ne pas gaspiller le produit qui va être contenu dans l'emballage. C'est comme ça qu'on va réduire au maximum les impacts environnementaux. Maintenant, il faut évidemment réduire quand même au maximum l'impact environnemental de l'emballage pour qu'il puisse continuer quand même à avoir sa fonction première de protection du produit, tout en limitant ses impacts sur l'environnement. Fleur Lim, vous partagez cette définition assez factuelle, assez objective de l'éco-conception et surtout, comment vous l'envisagez chez Decathlon ? Alors oui, complètement, je rejoins totalement Valentin. Il n'est pas question aujourd'hui pour nous de retirer un emballage si c'est pour derrière détériorer le produit ou de le perdre, puisque c'est un non-sens complet de perdre un produit qui est bien plus impactant que son emballage. Aujourd'hui, nous à Decathlon, on intègre totalement ces critères dès lors qu'on conçoit, dès lors qu'on pense produit et emballage, puisque pour nous un emballage est juste un composant de plus. Donc quand on pense éco-conception, on pense toutes les étapes de cycle de vie, pas uniquement la conception, donc des matières premières jusqu'à sa fin de vie en passant par la production, qui est quand même l'enjeu majeur d'un produit ou d'un concept, et ensuite derrière la distribution, du transport, etc. Et vous direz aujourd'hui que l'éco-conception, elle occupe une place majeure dans la stratégie globale, je dirais, de la marque Decathlon. Totalement. On a changé le sens de Decathlon il y a quelques années en intégrant le terme durablement, qui n'intègre pas que l'éco-conception, mais qui le prend en compte, puisqu'aujourd'hui on a pour ambition d'éco-concevoir tous nos produits finis, et donc également les emballages avec. Valentin, dis-nous, quand on parle de réduire les impacts sur l'environnement, les impacts d'un emballage, de quoi parle-t-on ? On a vraiment en tête souvent l'impact carbone, le CO2, ça c'est un indicateur qui revient souvent. Est-ce qu'on observe uniquement cet indicateur ou quels sont les autres ? Non, effectivement, il y a plusieurs impacts sur l'environnement. Donc évidemment les émissions de CO2 ou les émissions de gaz à effet de serre, avec leur impact sur le réchauffement climatique, dont on entend beaucoup parler dans le contexte notamment de la COP26. Mais il y a également d'autres impacts environnementaux, comme l'épuisement des ressources par exemple, ou l'impact sur la biodiversité. Mais on va voir que ces indicateurs-là s'entremêlent un peu, puisque dans les pressions par exemple sur la biodiversité, le réchauffement climatique est une des 5 pressions, de même que l'artificialisation des sols, la surexploitation des espèces, etc., etc. Donc la compréhension de ces impacts, il va falloir développer en fait des outils pour essayer de mieux comprendre quelles sont toutes les pistes nous permettant de réduire l'ensemble de ces impacts. Alors justement, les outils qui sont à disposition pour bien évaluer, pour bien mesurer les impacts des différentes solutions d'emballage, une solution de référence et puis une solution qu'on aura optimisée, comment se mesure-t-elle ? Il y a des outils, il y a des outils fiables ? Alors, il y a des outils qui existent effectivement, notamment ce qu'on appelle l'ACV, donc analyse du cycle de vie, qui comme l'a dit Fleur, reprend vraiment les impacts sur l'ensemble du cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie et donc en fait le début d'une nouvelle vie. Maintenant, ces ACV, donc comme on les appelle, sont assez complexes, donc il ne faut surtout pas non plus se borner à ne faire que des ACV, sinon ça peut aussi être un peu, on va dire, paralysant et on risque de ne rien faire au final. Maintenant, ces ACV ne sont pas non plus complètement, on va dire, finalisés. Il y a encore beaucoup de travaux qui sont en cours pour mieux appréhender les différents impacts environnementaux, notamment sur la biodiversité et notamment quand on retrouve un déchet abandonné donc dans la nature pour bien appréhender dans ces ACV-là leur impact sur l'environnement.
Alors, on va voir très concrètement des types d'actions avec Fleur Lim tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu nous dirais des grands leviers qu'on peut activer pour, une fois qu'on a fait ces études et qu'on a regardé ces références de façon approfondie, quels sont les grands leviers à activer pour réduire au maximum ces impacts? Alors, quand on parle d'emballage ménager, le premier impact à regarder, c'est la réduction. La réduction, c'est-à-dire est-ce que je peux me passer de mon emballage ou pas, ou est-ce que je peux me passer de certains éléments d'emballage. Pour l'éliminer, quoi, pour le supprimer. Pour l'éliminer, si exactement, tout à fait. Le supprimer s'il n'apporte pas de fonction de protection. Ou un élément d'emballage, par exemple. Dans les emballages qu'on va avoir, il y a potentiellement plusieurs éléments. Est-ce que tous sont utiles? Est-ce que tous sont indispensables? Ou est-ce qu'on peut en supprimer certains? Ça, c'est vraiment la première des actions. Ensuite, il y a l'allègement également. Est-ce que je peux réduire le poids de mon emballage? Moins de poids, c'est forcément moins de ressources. Et donc, c'est moins d'impact sur l'environnement. Deuxième grand levier, ça va être le réemploi. Est-ce que je peux réutiliser mon emballage pour la même utilisation? Troisièmement, c'est la recyclabilité. Donc en fin de vie, est-ce que je fais attention à sa fin de vie et je suis sûr que j'arrive à récupérer le maximum de matière une fois mon emballage en fait trié par le consommateur. Et puis dernièrement, on peut aussi travailler évidemment sur l'origine de la matière, donc intégrer la matière recyclée par exemple, intégrer des matières renouvelables gérées durablement et puis inciter au geste de tri également du consommateur. Fleur, comment est-ce que vous avez, on verra, hein, l'ensemble de ces leviers sont dans votre boîte à outils, vous allez nous le dire. Mais comment vous avez pris le sujet? C'est-à-dire qu'à partir du moment où chez Decathlon, on a eu la conviction qu'il fallait y aller, comment vous avez pris le sujet? Par quoi avez-vous commencé? Et quelles sont aujourd'hui, c'est beaucoup de questions, vos actions prioritaires? Alors tout d'abord, sur le secteur de l'emballage, on a commencé par un état des lieux. On ne peut pas savoir si on s'améliore si on ne sait pas d'où on part. Donc on s'est intéressé à tous les aspects d'étape de cycle de vie de cet emballage-là. Donc on s'est demandé, dans les matières premières, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Les enjeux de déforestation notamment. Donc on va aller se protéger, nous, de cette déforestation-là en allant chercher des labels qui sont reconnus mondialement contre la déforestation, mais aussi pour le bon management des forêts dès lors qu'on parle de matières vierges. Dès qu'on parle de matières recyclées, on va aller aussi chercher ces labels, mais en version recyclée, voire mix. Ensuite, derrière, sur la conception, on pense conception et du coup, on pense déchet. Dès lors qu'on parle d'emballage, on va aller penser à sa fin de vie. Quel est le déchet qui peut laisser le moins d'impact sur la nature, mais aussi dans son recyclage. Donc, on va aller chercher du monomatériau, par exemple, sur nos emballages, dès lors que c'est possible. Monomatériau recyclable, évidemment. On va aller supprimer du plastique, puisqu'on distribue mondialement. Il faut savoir que le plastique n'est pas aussi bien traité en France qu'il est dans les autres régions du monde. Ensuite, on va aller chercher bien évidemment à produire mieux cette matière-là. Donc pour ça, pareil, on va aller prendre une photo de l'état environnemental de nos fournisseurs de manière à pouvoir les challenger aussi et les améliorer derrière. Quand on parle d'impact, on parle de rejet des eaux, rejet déchets, on parle d'énergie renouvelable, etc. Ensuite, pour tout ce qui va être transport et distribution, on va aller s'intéresser au nombre de produits qu'on va mettre dans nos emballages de manière à en consommer le moins possible. Ça pourrait paraître bête comme ça, mais c'est très compliqué d'optimiser tous nos cartons dès lors qu'on a des milliers de références différentes. Ensuite, derrière, sur toute la fin de vie, on va essayer d'avoir le moins de déchets possible, donc réutiliser au maximum. On collecte nos cintres notamment. Aujourd'hui, c'est un des exemples où on collecte notre packaging pour pouvoir le réutiliser directement dès lors qu'il est réutilisable, donc en bon état. Et s'il n'est pas en bon état, on va essayer de le recycler derrière à travers notre fournisseur de cintres. Depuis combien de temps Decathlon est en mode actif, je dirais, sur cette feuille de route, ces actions que vous nous décrivez? Alors moi j'ai intégré Decathlon il y a quelques années, mais je sais que ça a commencé bien avant, notamment sur le produit fini, je dirais une bonne dizaine d'années. Tous les efforts ne sont pas visibles tout de suite puisqu'il faut beaucoup de temps pour commencer à mesurer. Valentin l'a dit, une analyse de cycle de vie c'est long, c'est fastidieux, donc ça nous a pris quelques années avant de pouvoir passer à des actions concrètes qui peuvent être visibles par nos clients et utilisateurs. Vous l'avez dit, hein, on imagine qu'il y a beaucoup de références, beaucoup de produits emballés chez Decathlon. Et donc, cette feuille de route, elle a démarré. Comment est-ce que vous avez dû, on imagine, vous doter de compétences aussi pour étoffer les équipes? On l'a dit, c'est un sujet technique. Ça aussi,
C'est quelque chose qui s'est mis en place dans l'entreprise progressivement. Alors, on a commencé par les experts de chaque domaine, que ce soit sur le produit fini ou sur le packaging en externe. Et ensuite, progressivement, les métiers ont aussi changé. Aujourd'hui, je suis ingénieur environnement. C'est un métier qui n'existait pas il y a peut-être 40 ans. Et progressivement, on amène la compétence dans l'entreprise. On forme en interne des personnes, notamment en analyse de cycle de vie, aux mesures d'impact, mais aussi à la vulgarisation scientifique de ce domaine-là, et aussi également à la communication environnementale, puisque on parle beaucoup de greenwashing. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut éviter ça en communiquant sincèrement et correctement sans tomber dans le travers justement de cette communication biaisée qu'on a pu retrouver il y a quelques années chez d'autres distributeurs, mais voilà. Oui, tout à fait. On parlera greenwashing et communication responsable un petit peu plus tard dans l'heure. Ce que je voulais vous demander aussi, Fleur, c'est quelles sont les contraintes, hein, la feuille de route est assez ambitieuse, vous avez commencé à nous lister et on verra les premiers exemples que ça donne, cette mise en pratique de ces actions. Quelles sont les contraintes techniques, financières, RH aussi, puisqu'on a parlé de ressources humaines et de compétences, que vous avez rencontrées, ou vous rencontrez peut-être encore aujourd'hui pour mener à bien cette stratégie. Bien sûr. Alors, on a des contraintes qui vont être très basiques, mais le prix, aujourd'hui, on a une stratégie de suppression du plastique à usage unique pour nos produits. Donc, ça veut dire qu'on passerait potentiellement à de la cellulose. Aujourd'hui, on l'a connu en 2021, à la crise du papier. Donc, la cellulose, fibre de cellulose, papier carton. C'est ça, exactement. Donc, de prix, puisque naturellement, le papier est plus cher que le plastique déjà de base, sans crise. Avec la crise sanitaire, aujourd'hui, on voit aussi un problème de disponibilité. Et qui dit manque de disponibilité dit aussi des prix qui croient. Comment garder des produits suffisamment accessibles, à un prix accessible avec des matières premières qui sont plus coûteuses. On a aussi des problèmes techniques. Aujourd'hui, comment protéger un produit qui est contraint à l'humidité ou à la salissure sans plastique, c'est très compliqué et ça c'est plutôt du ressort des chercheurs. Il y a aussi de la faisabilité technique. On a des très bons ingénieurs packaging, mais bien évidemment qu'il y a des produits qu'on ne peut pas emballer autrement. Et également des contraintes légales aussi. On ne peut pas tout distribuer dans du carton, dans du papier, pour des contraintes légales également. J'aurais bien te faire réagir, Valentin, à ces contraintes, alors assez liées, hein, mais Fleur, vous nous l'avez dit, au cœur, ou en tout cas l'une des actions phares de votre stratégie, en fait, l'un des axes phares, c'est la réglementation. Loi AGEC vous conduit, et vous n'êtes pas les seuls, vers cette piste, c'est la suppression du plastique à usage unique. Je voudrais te faire réagir sur les contraintes que rencontre Fleur, en même temps d'approvisionnement matériaux que vous venez de nous donner, notamment sur cet enjeu du plastique. Est-ce que ce sont des contraintes que l'ensemble des entreprises, c'est conjoncturel, rencontrent et comment dans quelle mesure ça rend effectivement l'exercice plus difficile? C'est quelque chose que oui, alors je pense que comme Fleur le dit, c'est extrêmement compliqué. En fait, on se rend compte que la chaîne de l'emballage, de manière générale, est en fait beaucoup plus complexe que juste de dire voilà, faudrait faire ça, ci ou ça, et puis point barre. Donc là, c'est vraiment notre rôle, hein, nous en tant que Citeo, mais je pense des acteurs de manière générale de l'économie circulaire et des emballages, c'est justement de venir identifier en fait toutes les possibilités. Qu'est-ce qui déjà est souhaitable d'un point de vue environnemental, hein, parce que souvent, on est dans un monde un petit peu binaire, on va dire il faut faire ça ou ça, point barre. Sauf qu'en fait, il y a toute une gamme, il y a un peu une infinité de possibilités en fonction de chaque type de produit, de chaque entreprise, de chaque chaîne d'approvisionnement, de chaque mode de commercialisation, hein, mode de distribution, mode de consommation également. Et donc, on a vraiment un rôle là d'essayer justement de comprendre toutes ces contraintes, tous ces impacts environnementaux sur ces différents aspects-là, pour aller ensuite vraiment conseiller pour chaque cas particulier quelle est la meilleure solution d'emballage possible, que ce soit de le réduire, comme on l'a dit tout à l'heure, de le réemployer, de le recycler ou de travailler sur l'origine de la matière. Est-ce que, on va passer peut-être aux exemples, est-ce que vous rencontrez d'autres difficultés? On a beaucoup parlé matériaux et la relation matériaux-plastique qui est dans votre stratégie. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes ou peut-être au contraire des vraies opportunités? Parce que là aussi, c'en est aussi, que vous avez pu rencontrer en commençant à travailler en cette matière et cette ambition. Oui, bien sûr, il y a d'autres contraintes qui sont l'état des lieux dans les autres pays. Aujourd'hui, on peut penser qu'aux conceptions en France.
avance avec nos systèmes de collecte, avec nos recyclages nos filières de recyclage qui sont quand même bien développées. Ce n'est pas le cas de tous les pays dans lesquels on distribue, donc il faut prendre ça en compte. Après, c'est également une opportunité aussi de proposer des alternatives à nos clients utilisateurs qui n'ont pas l'habitude de trouver des types de produits emballés de telle manière. Ça peut être un frein comme un levier, puisque le client, est-ce qu'il est prêt à accueillir ce nouveau produit dans cet nouvel emballage? Et en même temps, c'est à nous de lui proposer et de combiner avec ça. Alors voilà, bonne transition vers des produits, des emballages plutôt, qui ont été revus, repensés sous ce prisme-là. Vous avez donc quelques exemples, Fleur, à nous présenter. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous en présenter quelques-uns et nous expliquer quelle a été l'action menée? Oui, bien sûr, je peux commencer avec ce produit-ci. Qui est classiquement présenté comme ça, et on a l'habitude de trouver le gilet jaune vendu dans ce qu'on appelle un polybag, donc c'est un sachet plastique en LDPE. Celui-ci présente plusieurs étiquettes pour dire que c'est un gilet jaune. À l'arrière, on a aussi des contraintes légales. C'est un produit qui est sécuritaire, donc il a des contraintes légales. Il y a le taillant également. Et donc, sous le prisme de cet engagement de suppression du plastique à usage unique, notre ingénieur packaging a conçu une autre version sous une boîte où de cette opportunité ou contrainte environnementale, on a joué également sur le visuel. Aujourd'hui, on comprend bien mieux que c'est un gilet jaune. Ce n'est pas un produit qu'on a l'habitude de trouver sous ce format-là, on le trouve plutôt comme ça. Et derrière, en fait, il a pu permettre à cet emballage-là d'avoir plus qu'une seule pièce, en plus de la notice technique à l'intérieur, puisqu'il n'y a plus d'autocollant dessus. Cet emballage-là, on se dit, si demain il se retrouve dans la nature, qu'est-ce qui se passe? Demain, il enrichit le sol en carbone, tandis que cet emballage-là en plastique se décomposera en plusieurs centaines d'années. Donc voilà, c'est un premier exemple. Donc, d'une contrainte environnementale, on va aller chercher cet aspect séduction aussi, donc améliorer la séduction du produit. Je vais juste réagir, Valentin, sur cette notion de dégradabilité que vous avez évoquée, parce que c'est un point qui est important. Oui, alors de toute façon, je veux dire, la dégradabilité n'est pas quelque chose qu'on va rechercher. Évidemment, c'est une gestion de risque, oui. C'est ce que dit Fleur. Mais c'est jamais quelque chose qu'on va rechercher en soi. Évidemment, ne jetez jamais un emballage dans la nature. Ce sera jamais de toute façon quelque chose de bien. Par contre, oui, en gestion de risque, se dire que si par mégarde il se retrouve dans la nature parce que il va se retrouver abandonné par un consommateur, par peut-être le vent, peut-être par des animaux qui l'emportent, oui, évidemment, c'est intéressant de savoir que son impact sera le moins important possible. C'est ça, on pense meilleur scénario, mais on pense aussi pire scénario pour cet emballage-là. Une autre contrainte, par exemple ce produit-là, qui sont des fléchettes de Canaveral, notre sport de précision. On avait du bimatériau. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaie d'aller vers du monomatériau au maximum, puisque qui dit monomatériau dit beaucoup plus facile à trier et à recycler. On avait donc du plastique, du carton, avec un carton très très imprimé. Avec un risque particulier, une contrainte particulière dans le brief, c'est qu'il fallait protéger les pointes de n'importe quel utilisateur qui risquerait de se blesser, ne serait-ce que dans nos magasins. Donc comment protéger, sécuriser un produit sans plastique, qui est une tendance très facile à mettre en place. Le plastique, c'est fantastique, hein, on sait bien ça. Et donc là, par l'ingéniosité de notre ingénieur packaging, qui a réussi à concevoir ça en monomatériaux, en carton, de manière à ce que pour accéder aux pointes, il faut plier ou craquer l'emballage. Donc le risque de se piquer avec est beaucoup plus faible. Voilà, donc ça c'est plutôt sur de l'emballage de vente. Notre client en magasin peut le trouver comme ça ou le recevoir chez lui s'il commande en e-commerce. Et du coup, je vais rebondir sur le e-commerce également, sur d'autres exemples. On a la classique enveloppe en plastique de Decathlon, qui était historiquement comme ça, en LDPE. Et on est récemment passé en pochette papier-carton. Donc c'est une transition qui est progressive, bien évidemment. Aujourd'hui, il est possible que vous commandiez des commandes Decathlon avec encore ce sac plastique-là. Il faut écouler les stocks et ensuite on va passer vers cette nouvelle version qui existe en plusieurs formats. Donc comme ça, on optimise la taille de nos emballages. Et avec une expérience client en plus, puisqu'il y a un QR code qui permet d'en savoir plus sur cet emballage-là. Donc ça, c'est pour tous les emballages qui arrivent chez le client.
donc via les commandes Internet. Et tout ce qui va être commandé sur Internet et qui arrive en magasin sous un format de click and collect, donc cliquer et retirer, on a des pochettes en tissu réutilisables. Idem, c'est encore nouveau, ce n'est pas encore installé dans tous nos magasins, mais c'est une ambition de pouvoir aller vers cette tendance-là. Donc du jetable à usage unique en carton, dès lors qu'on ne peut pas faire autrement, et dès lors qu'on peut réutiliser la pochette en magasin, aller vers de la réutilisation, comme disait Valentin, c'est du « et », on ne peut pas se passer ni l'un ni l'autre. Et puis pour l'emballage que le client ne connaît pas, puisqu'il n'a pas accès à cet emballage-là, ça va être tous les scotch qui nous permettent de fermer les cartons, puisqu'ils sont acheminés de nos sites de production jusqu'au site de distribution. On met historiquement de la bande adhésive en plastique. Tout le monde connaît bien ce matériau-là. Il faut savoir que quand on veut recycler ce carton-là, s'il a un film en plastique, il va un petit peu perturber le recyclage. Donc on va aller chercher, nous, une bande adhésive en cellulose, donc en matière papier, où on va aller travailler les cols de manière à ce que les cols ne perturbent pas le flux de recyclage, et également les encres derrière. Merci Fleur pour ces exemples. On va prendre des questions, puisque ça y est, elles nous arrivent, et notamment pour Fleur. Est-ce que Lucie vous pose la question, protégez-vous les emballages pendant le transport et si oui, comment ? Une question subsidiaire, avez-vous pu éliminer les plastiques de protection si vous en avez? Alors comment on conditionne un emballage secondaire, si je ne dis pas de bêtises, les produits? Oui, alors est-ce qu'on protège nos emballages, sachant que leur fonction est déjà de protéger le produit? Oui. Il faut savoir qu'on va concevoir un packaging de manière à ce qu'il soit résistant aussi, mais on n'est pas à l'abri de certaines contraintes comme l'humidité dans le transport. Donc oui, on a encore des produits sous sachet plastique. Aujourd'hui, on y travaille. On ne peut pas du jour au lendemain tout supprimer. On doit faire des tests régulièrement, notamment en saison des pluies. Ça ne nous concerne pas en France, mais dès lors qu'on a des productions dans des pays qui ont la saison des pluies, on doit vérifier que retirer ce sac plastique-là ne détériore pas les produits et leur emballage. Et évidemment, depuis 2 ans, on travaille à supprimer progressivement ces emballages plastiques, en commençant par le textile, qui est un produit, une typologie de produit qui est très très contraignante. Le textile, ça absorbe l'humidité, donc qui dit humidité dit potentielle moisissure derrière. Et donc oui, on y travaille fortement, et puisque c'est notre ambition et une de nos priorités emballage chez nous. Là aussi, j'aimerais t'entendre, Valentin, sur le plastique, sur l'enjeu plastique. Là, on voit, Fleur nous explique, Decathlon on a fait effectivement un élément central de la stratégie. Faut-il à tout prix supprimer le plastique? Sinon, comment atteindre cet objectif de réduction ou de suppression des plastiques à usage unique? Quelles sont les alternatives? Évidemment, tu vas nous parler aussi du papier carton. On voit que c'est une alternative qui est de plus en plus utilisée. Quelle est ton analyse? Alors, beaucoup de questions derrière, pas toutes simples à répondre. La première, alors la suppression du plastique à usage unique. Déjà, la première question, c'est est-ce qu'il faut? C'est-à-dire, est-ce que d'un point de vue environnemental, est-ce que c'est intéressant de supprimer l'ensemble des plastiques à usage unique? Je pense que là, il faut se reposer la question de pourquoi est-ce qu'on veut supprimer aujourd'hui le plastique à usage unique. Et je pense, et je parle en tant que consommateur aussi, que c'est surtout dû à son impact sur la biodiversité. C'est évidemment, on a tous en tête ces images du 7e continent, des impacts sur la faune et la flore, de retrouver comme ça ces plastiques dans la nature. Donc une fois qu'on se dit ça, oui, évidemment, il faut réduire cette pollution plastique. Après, comment réduire la pollution plastique? Flore a déjà évoqué tout à l'heure le fait de peut-être effectivement changer de matériaux sur des emballages qu'on risque peut-être de plus retrouver dans la nature plus que d'autres. Pourquoi pas, ça peut faire partie des pistes. En revanche, de manière générale, il faut déjà supprimer tout ce qui est ce flux, donc essayer de comprendre d'où viennent vraiment ces plastiques qu'on retrouve dans la nature. D'où, ça veut dire à la fois géographiquement, c'est-à-dire qu'évidemment la problématique n'est pas la même quand on a des dispositifs comme il existe en France de collecte quand même des déchets qui sont, alors même si perfectibles, sont quand même très très bien implantés, versus d'autres pays dans le monde où il n'y a pas du tout de système de collecte des déchets et où tous les déchets, ou en tout cas une très très grande majorité des déchets, risquent à un moment donné de se retrouver dans les décharges à ciel ouvert et donc dans la nature. Donc évidemment déjà c'est une question à se poser. En France, si on veut évoquer ces déchets abandonnés, d'après une étude du WWF, on aurait, alors c'est des données extrêmement parcellaires, donc il faut les prendre avec extrêmement de précaution. On n'a pas assez de données vraiment pour le dire, mais on aurait à peu près maximum 2% des emballages qui se retrouveraient dans la nature. Donc la priorité, c'est bien que ces 2% ne se retrouvent pas dans la nature. Voilà. Et donc là, il faut essayer de trouver toutes les solutions possibles pour éviter ça.
D'abord par évidemment la collecte, comment améliorer le geste de tri et comment redonner en fait de la valeur aux emballages pour qu'ils aient bien, pour qu'ils retrouvent en fait une seconde vie et qu'ils ne soient pas abandonnés in fine dans la nature. Voilà. Pardon, c'était seulement la première réponse à la première question. Oui, bien sûr, je t'en prie, poursuis. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est évidemment comment est-ce que je viens maintenant pour tous ceux qui atteignent bien le bac jaune, en France on parle bien du bac jaune, c'est-à-dire le bac de tri, comment est-ce que je maximise quelque part le recyclage, la récupération de la matière. Fleur l'a dit aussi, on parle beaucoup de monomatériaux avec des filières de recyclage. C'est bien ce à quoi on œuvre demain, c'est de rendre tous les emballages à minima réemployables ou recyclables. C'est vraiment la priorité des priorités, c'est qu'on puisse, tous ceux qui vont rester, donc on les aura déjà réduits à leur juste quantité, et tous ceux qui vont rester, comment est-ce qu'on s'assure qu'ils aient une fin de vie la plus optimale possible, c'est-à-dire qu'on arrive à récupérer le maximum de matière. Donc parmi ces exemples, typiquement, on travaille avec des centres techniques en recherche et développement, par exemple le CTP, pour essayer justement de développer des solutions de demain. Donc si on prend l'exemple de ce gobelet, un gobelet que tout le monde a consommé, un gobelet classique, parce qu'on va boire en fait une boisson dedans, donc un liquide. Si on avait un gobelet qui était 100% papier carton, on voit bien ce que ça ferait, en fait ça se déliterait complètement et ça n'assurerait plus sa fonction de transport cette fois-ci vraiment du produit. Et donc les gobelets aujourd'hui standards existent avec une couche de plastique à l'intérieur qui représente en général 10% en moyenne. 10%, alors c'est recyclable, si on le met dans le bac jaune ce sera bien recyclé, mais en revanche on n'a recyclé que la partie papier carton. Donc nous on va travailler à essayer de maximiser cette partie papier carton, parce que c'est celle qu'on recycle. Et donc on a développé avec le CTP cette solution qui va être de greffer les fibres de cellulose avec ce qu'on appelle des acides gras, donc c'est de la chromatogénie, c'est un peu un gros mot, mais qui permet d'apporter une barrière à l'eau en fait au papier carton. Et donc le papier carton est complètement hydrophobe. Et on vient quand même rajouter, parce qu'on peut mettre dans ces gobelets-là parfois des cappuccinos, des boissons lactées, donc il faut aussi une barrière au gras, ce que n'est pas le papier carton. Et donc on vient quand même rajouter aussi 3% de PVOH, qu'on appelle PVOH, qui va permettre justement d'apporter cette barrière-là. Et donc, in fine, on se retrouve ici avec un gobelet qui n'a plus que 3% de matière non papier carton dedans. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, évidemment, pour le recyclage. Et puis, on peut utiliser ensuite pour le couvercle, c'est donc de la cellulose moulée, qui est vraiment parfaitement en cellulose. Donc là, on est sur du monomatériau. Donc, on est alors quasiment, pas tout à fait encore, on n'est pas à 100%, mais en tout cas, on tend vers… sur la recyclabilité qui est… Tout à fait. Et là, l'enjeu, c'est bien de récupérer toujours le plus de matière en fin de vie. Je sais que tu as amené avec toi une autre innovation sur le papier carton, puisqu'on parlait de ce matériau qui connaît du coup une révolution aussi. Je ne sais pas si tu veux nous en parler maintenant. Alors, oui, tout à fait, on peut en parler rapidement. Donc on a pareil développé. Donc là, la loi vient aussi interdire l'utilisation de plastique pour les films de routage, qui ne seraient pas biosourcés notamment. Et donc on a développé aussi cette pochette, vous voyez, qui arrive à être transparente, et c'est du papier carton. Encore une fois, avec cette fois-ci un thermoscellant pour pouvoir quand même sceller, parce qu'on voit bien que c'est, faut bien pouvoir refermer cette pochette. Et donc on est aussi sur du papier carton quasiment à 100%. On tend en tout cas vers le 100%, on n'y est pas encore tout à fait, mais avec en plus d'une transparence qui n'est pas normalement une fonctionnalité qu'on trouve facilement dans le papier carton, donc qui demande effectivement ces travaux de mise en œuvre pour y arriver. Elle vous inspire, Fleur, ces innovations sur le matériau papier carton, qui est donc un matériau que vous regardez avec beaucoup d'intérêt? Complètement. Quand on parle de retrait du plastique ou suppression du plastique, on parle bien de suppression avant de remplacer. Par contre, Valentin l'a dit, il y a des contraintes qu'on ne peut pas détourner, et notamment la protection à l'humidité, la protection au gras, la transparence, ce sont des besoins que nous avons, nous à Decathlon, et ce type d'alternative pourrait y répondre sous étude évidemment et sous test avec nos collaborateurs qui manipulent justement ces emballages-là. Alors on a une question pour Fleur, mais tu pourras aussi nous apporter ton éclairage, c'est intéressant. Je n'ai pas le prénom de la personne, mais qui nous dit concernant l'emballage du gilet jaune, j'imagine l'emballage, peut-être l'emballage initial, ne serait-il pas mieux d'avoir un sachet biodégradable, on revient sur cette histoire de biodégradabilité, ou de home compostable? Compostable à domicile. Est-ce que le compostage est quelque chose que vous regardez avec attention, Fleur, ou avec précaution, ou les deux? Alors, je ne connais pas la part des personnes qui ont un compost à la maison, mais je pense que ce n'est pas une majorité de nos clients Decathlon, d'une part, et je pense aussi également que quand on parle d'emballage compostable, c'est compostable sur certaines conditions. Et
la plupart du temps, on parle de compostable dans des conditions industrielles. Or, aujourd'hui, on n'a pas de filière de récupération. Donc, pour pouvoir lui offrir cette fin de vie en compost, il faut que quelqu'un nous les collecte pour que ça arrive dans cette filière-là. Donc, est-ce que c'est mieux est-ce que c'est accessible plutôt? Posons-nous la question, est-ce que c'est accessible? Est-ce que l'emballage va réellement finir composté? La probabilité est bien plus faible qu'un emballage papier-carton qui va être plus naturellement trié dans le bac jaune aujourd'hui. Voilà. Oui, et je vais même rajouter quelque chose. C'est est-ce que, alors si on reprend notre objectif de base qui est de récupérer, donc encore une fois que l'emballage est indispensable, comment est-ce qu'on récupère le maximum de matière? Il faut comprendre qu'un plastique qui est compostable, quand il va se composter, il va se dégrader en CO2 et en eau. Donc en gaz finalement, et en eau. Donc on ne va pas récupérer en fait la matière, si vous voulez. Donc on la perd. Et on ne récupère même pas d'énergie en échange, si vous voulez. Alors qu'au moins dans la valorisation énergétique, on récupérait un peu d'énergie. Donc pour nous, d'un point de vue, on va dire environnemental, la fin de vie compostage n'est pas intéressante pour les plastiques, encore une fois, compostables. Parce qu'on ne va pas réussir à récupérer cette matière, elle va être perdue. Alors je vais tirer le fil encore plus loin, quitte à challenger un petit peu. Est-ce qu'un produit comme celui-ci pourrait être vendu en vrac, par exemple? Puisque vous êtes en train de parler d'optimisation environnementale, est-ce que là aussi, ce sont des voies que vous explorez? Alors, pour ce produit-ci, non. Tout simplement parce que c'est un équipement de protection individuelle donc qui est soumis à des normes et donc il doit être vendu systématiquement avec une notice d'utilisation et les notices légales qui sont liées à ça. Donc par défaut, il aura un emballage puisque la loi nous l'impose. Après, si on sous-entend par vrac le fait de juste pouvoir se servir du produit, avoir potentiellement sa notice avec et peut-être sur un cintre, pourquoi pas, mais il faut savoir aussi que le cintre est aussi impactant. C'est aussi un type d'emballage, on n'y pense pas, mais c'est un emballage. Aujourd'hui, on a fait ce choix de le distribuer à l'individuel, toujours dans un emballage jetable, puisque sur ce produit-là, il n'y a pas vraiment de sens à en faire un réutilisable. Le client va-t-il revenir à Decathlon juste pour redéposer sa petite pochette autour de son gilet jaune? De même, on préfère aller vers une piste d'emballage le plus recyclable possible. Là aussi, Valentin, je voudrais te faire réagir. Là aussi, le vrac aujourd'hui, est-ce que c'est la solution miracle zéro déchet ou est-ce que non, aussi comme nous le dit Fleur, il y a tout l'ensemble des aspects, y compris le rapport du consommateur au geste d'acheter en vrac ou pour la réutilisation ou le réemploi, de ramener en magasin. Est-ce que tout ça sont des éléments à prendre en compte pour privilégier ou pas ce type de piste? Alors, le vrac est une des solutions, oui, pour réduire les impacts environnementaux des emballages ou des produits emballés, ça c'est sûr. Donc il faut chercher à développer le vrac là où c'est pertinent. En revanche, pas partout, pas tout le temps. Et il faut faire extrêmement attention quand on met en place du vrac à justement ne pas augmenter la quantité de gaspillage, notamment dans l'alimentaire. Donc là, je sors un peu des vêtements notamment, ou des articles de sport, mais quand on parle d'alimentaire, il faut s'assurer quand on vient développer le vrac, on l'a dit, l'emballage ne représente que 5 à 10% d'impacts environnementaux du produit emballé, donc il faut surtout éviter le surgaspillage du produit. Mais dès lors qu'on arrive à mettre en place un système de vrac où on n'a pas plus de gaspillage, on a réussi effectivement à avoir donc des gros conditionnements pour venir alimenter les trémies de distribution qu'on va avoir dans nos magasins, par exemple, que derrière on s'assure en magasin qu'il n'y ait pas plus de pertes, pas plus de gaspillage et que chez le consommateur, une fois qu'il l'a acheté, il n'y a pas non plus de gaspillage, dans ce cas, oui, ça peut être tout à fait intéressant. Mais dans ce cas, il faut s'assurer que le consommateur est effectivement prêt à ramener ensuite son contenant, c'est-à-dire qu'il arrive sur le magasin avec son contenant, qu'il repart avec, qu'il le ramène. Voilà, donc ça demande, oui, des changements de comportement consommateur que certains seront prêts à faire, d'autres peut-être pas. C'est ça qu'il faut évaluer. Alors, une question de Pamela sur le papier carton. On a effectivement beaucoup parlé, qui voit peut-être un effet pervers. Elle dit « Je vois que les solutions proposées pour remplacer les emballages en plastique sont en papier carton. Est-ce que le risque n'est pas d'engendrer un autre problème, la surexploitation des forêts, voire même l'épuisement des matières premières ?» Intéressant comme question parce qu'effectivement on voit bien que ces alternatives sont en place, on les constate dans les rayons. Je ne sais pas qui veut prendre le point. Il y a un risque de déséquilibrer, de déstabiliser même la fibre de cellulose et forêt. Alors la question qui est derrière et qui est extrêmement intéressante, c'est cette question de transfert d'impact. Et c'est pour ça notamment qu'on parle en remplaçant un matériau par un autre et donc une ressource aussi par une autre. Exactement, et voire même un surpoids en fait par rapport à ce qui existait avant.
Si on prend un exemple plastique carton, c'est ce dont on parle, on va dire que par kilo de matière, d'accord, du papier carton, c'est moins impactant. Si on regarde le CO2 par exemple, ça va être moins impactant que le plastique. En revanche, pour avoir la même fonctionnalité, notamment de transport, de protection du produit, on va devoir en mettre parfois 2, 3, 4 fois plus que de plastique. Et là, la hiérarchie s'inverse, c'est-à-dire que ça devient plus impactant au final d'un point de vue déjà CO2 de mettre du carton 4 fois plus lourd que le plastique qui était là avant. Donc après, sur la gestion forestière, les mêmes questions se posent. C'est-à-dire, si je fais une substitution d'un matériau à l'autre, il faut bien s'assurer qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle donc de transfert d'impact. C'est-à-dire que je vais in fine augmenter des impacts environnementaux. Ça peut être le CO2, mais ça peut être d'autres effectivement sur la gestion, sur l'épuisement des ressources, etc. Et c'est pour ça aussi que la CV existe, c'est pour valider quelque part ou s'assurer qu'on va bien dans la bonne direction et qu'on ne transfère pas les impacts d'un produit à un autre, sur un indicateur versus un autre type d'indicateur. En fait, ce qu'il faut dire aussi pour rassurer peut-être un peu Pamela, c'est qu'aujourd'hui, on ne coupe pas des arbres pour faire du matériau d'emballage, pour faire du matériau papier-carton. Tout à fait, oui. Alors c'est vrai que est-ce que tu peux nous éclairer sur la façon dont cette matière, comment on peut s'approvisionner en matière responsable? Oui, tout à fait. Alors le matériau papier-carton ne vient pas de la coupe directe des arbres, mais bien des coproduits en fait, de la scierie. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire ensuite de la pâte à papier et mettre en forme des emballages. Et ça va aussi dépendre d'où viennent ces emballages-là. Donc Fleur le disait tout à l'heure, il y a des certificats aussi qui existent, des certifications pour s'assurer qu'il y ait bien une gestion durable en amont de la forêt, qu'il n'y ait pas de déforestation pour produire ensuite certaines matières premières, etc. etc. Donc il y a des moyens aussi de limiter ces impacts-là. Vous y faites attention, on imagine, à ces certifications, à ces labellisations, Fleur? Complètement, on fait attention à nos certifications, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a également, je rejoins Valentin sur le transfert d'impact et aussi les indicateurs. Aujourd'hui, effectivement, sur le CO2, on est moins bon. Par contre, si on regarde d'autres indicateurs, donc plusieurs indicateurs, on doit être meilleur sur la déplétion des ressources ou l'eutrophisation des eaux marines, par exemple, sur ce type d'emballage-là. Et également, je veux rebondir sur le fait d'utiliser de la matière recyclée et aussi du fait de l'acceptabilité du client. Il faudra accepter dans l'avenir d'avoir des matières du coup plus souvent en matière recyclée et donc avoir des designs qui sont peut-être moins jolis, en tout cas perçus comme moins jolis. Un carton recyclé ne sera pas complètement blanc. Il sera passé par plusieurs filières, il aura été imprimé plusieurs fois. Il faut tendre vers ces matières qui existent déjà finalement et les voir plus comme des ressources que comme des déchets. Et il l'a très bien dit, on ne coupe pas plus d'arbres pour faire des emballages. Par contre, on va utiliser des chutes d'industrie, par exemple de l'ameublement, pour en faire du coup du papier carton vierge et à laquelle on va ajouter, donc dans cette pâte à papier-là, ajouter de la pâte à papier recyclée. Et du coup, on pourra aller atteindre des résistances aussi qui sont presque équivalentes à des matières vierges. L'intégration de matières, l'utilisation de matières renouvelables ou l'intégration de matières recyclées, ça c'est un axe, on en a peut-être un petit peu moins parlé, enfin là on l'évoque, mais qui est un axe aussi à regarder, un axe d'éco-conception, à regarder de près, oui. À ne pas négliger, Valentin? Tout à fait, alors sur la matière recyclée, de facto ça vient, oui, remplacer la même matière vierge, donc quelque part ça évite de reproduire la même matière vierge, donc c'est évidemment intéressant d'un point de vue environnemental. Donc il faut, mais ça s'appelle le recyclage. Après que ça retourne à l'emballage, c'est intéressant parce qu'on vient créer un débouché en fait quasiment automatique qui est lié directement au produit qu'on va vendre. Sur les matières renouvelables, donc là il faut faire attention parce qu'il y a aussi beaucoup on va dire de perception quelque part, c'est que forcément si c'est biosourcé, c'est forcément mieux pour l'environnement, etc. Donc là il faut faire extrêmement attention parce qu'on peut être en matière renouvelable et avoir des impacts, justement des transferts d'impact sur d'autres indicateurs environnementaux. Donc ce n'est pas parce que c'est une matière renouvelable que c'est forcément mieux pour l'environnement. Il faut bien regarder son mode de production, son lieu de production, comment il va être acheminé, etc. etc. On travaille là en ce moment chez Citeo justement pour essayer d'améliorer la prise en compte des impacts biodiversité dans les ACV. Et donc notamment dans notre outil, on a un outil d'ACV qui s'appelle BI, ACV simplifié pour les emballages. Et donc on travaille justement pour intégrer les critères biodiversité dans cet outil-là, pour être sûr qu'on ait une analyse vraiment 360 des problématiques et de tous les impacts environnementaux. Alors on va quitter un peu l'aspect matériaux, techniques et levier d'éco-conception pour aller vers la communication. On a une question de Nadine pour vous, Fleur. Decathlon a réussi la communication des efforts. Comment le mot interrogatif, comment Decathlon a-t-elle réussi ou pas, ou comment en tout cas vous y prenez pour communiquer sur vos efforts, et des efforts notamment qui ne sont pas toujours visibles par le consommateur. Alors là,
les avant-après que vous nous avez présentés sont assez clairs, mais c'est vrai que certaines actions ne sont pas forcément visibles comme ça à l'œil nu quand on se promène dans les rayons. Comment est-ce que vous l'appréhendez, cette communication? Par quels canaux? Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit tout de l'action ou est-ce qu'on la tait aux consommateurs? Quels sont les choix que vous avez faits? Justement, vous l'avez dit, on est plutôt fiers de se dire que ça ne se voit pas. Si un emballage ne se voit pas, c'est que peut-être il n'y en a pas. Je pense par exemple à nos chaussures où la perception client est de dire mais on ne repart pas avec une boîte. Justement, en fait, le fait de ne pas le percevoir, pour nous, c'est positif. Et on va pas, on est très... on communique très peu aujourd'hui sur nos efforts d'éco-conception parce qu'on sait qu'on est encore très perfectible et surtout sur le domaine de l'emballage, moins il y en a, mieux c'est. Donc du coup, on ne va pas aller créer un nouveau support de communication pour dire regardez comme on fait bien. Donc pour nous, c'est déjà bien que le client ne se rende pas compte qu'il y a moins ou peu d'emballage. Et bien sûr, on a d'autres leviers de communication. On va communiquer sur nos plateformes, nos réseaux sociaux, sur notre site internet, notre Decathlon Engagement notamment, également sur notre chaîne YouTube Decathlon Sustainability où on explique un petit peu tous nos enjeux, au-delà de l'emballage, mais sur toute la conception de Decathlon. Donc voilà, on ne veut pas abuser des canaux de communication pour dire regardez comme on fait bien, puisque ça devrait juste être normal et du coup on utilise ce qu'il y a à notre disposition en digital, mais très peu en physique sur le domaine de l'emballage. J'enchaîne avec la question de Colin qui est un peu dans la droite ligne. Est-ce que les solutions que vous proposez sont pour vous une vraie... je dirais ou même cette stratégie volontariste, proactive d'éco-conception, Colin dit une plus-value pour l'image de la marque et permettent-elles, ces solutions, ces évolutions, d'améliorer très concrètement les ventes de vos produits? Est-ce que c'est un moteur et est-ce que ça se vérifie? Alors, un emballage sert à séduire aussi. Donc forcément, un emballage peut permettre de mettre en avant, sublimer un produit, comme il peut aussi, à contrario, le rendre un peu moins joli, un peu moins attractif. Donc ce serait mentir que de dire que non, ça ne sert pas. Est-ce qu'on s'en sert pour vendre plus? Non. Clairement, l'emballage, ce n'est pas un outil pour nous de marketing. Bien sûr que présenter un gilet jaune dans un emballage aussi joli plutôt que la version précédente, c'est mieux. Est-ce que le client va plus acheter son gilet jaune parce qu'il est joliment présenté? Je ne pense pas. Valentin, sur l'efficacité au plan économique, parce que business aussi d'une action d'éco-conception, est-ce qu'on peut dire que les entreprises sont gagnantes sur ce plan ou pas nécessairement? Est-ce que souvent ça part plutôt, et vous l'avez dit Fleur, quand même d'une conviction de l'entreprise, fléchée quand même par le réglementaire aujourd'hui, on l'a dit, la loi AGEC pose un certain nombre d'objectifs, un peu assez clairs, parfois avec des calendriers un peu courts, en tout cas qui amènent les entreprises à bouger vite. Est-ce que c'est quelque chose qui on ne recherche pas forcément le profit quand on manipule? Alors, en tout cas, non. Ça peut être déceptif si on... Voilà, oui, on ne recherche pas forcément le profit. Je pense que ça, c'est effectivement plutôt une vérité. Et encore que, ça va dépendre. C'est-à-dire ça dépend de quelles actions on parle. Si on parle de réduction pure et dure, évidemment qu'il y a aussi un gain économique. C'est-à-dire qu'on va acheter aussi moins de matière. Donc s'il n'y a pas besoin, on va dire, de changer des lignes de production, etc., oui, il y a forcément aussi un bénéfice économique à réduire. C'est d'ailleurs pour ça que depuis 20 ou 30 ans, le poids unitaire de chaque emballage a diminué. Qu'on parle de plastique, de papier carton, de verre, d'acier, d'aluminium, tous ont été réduits. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'assurer à chaque fois, encore une fois, qu'on garde les mêmes fonctionnalités, mais on arrive maintenant, en améliorant les performances des matériaux, à réduire ce poids-là. Et là, c'est directement un gain économique parce qu'on achète moins de matière sans grand changement derrière. Maintenant, si on veut aller vers des solutions plus de réemploi, de recyclabilité, oui, là, ça peut demander des investissements assez importants parce que parfois, ça peut être changer complètement les lignes de conditionnement. Et donc, ça peut être des investissements et des coûts qui sont très importants. Oui. Et sur l'image de la marque, vous disiez, les ventes, pas nécessairement, en tout cas, vous ne l'avez pas mesuré encore. Sur l'image de la marque, vous notez des évolutions, des commentaires positifs en termes de perception de la part de vos clients? Bien sûr, puisque on cherche à avoir des produits éco-conçus de plus en plus. On aimerait que toutes nos gammes soient éco-conçues et qu'on améliore aussi nos critères et nos exigences sur ce domaine-là. Aujourd'hui, c'est un non-sens aussi de proposer un produit éco-conçu dans un emballage qui ne l'est pas. Donc évidemment, l'image
éco-conception et aussi la vertu et les efforts qui ont été mis en place, on veut les faire transpirer, si je puis dire, à travers et le produit et l'emballage, de manière à ce qu'il y ait une cohérence aussi dans un rayon en entier. Voilà. Pour revenir sur la communication en direction du consommateur, vous disiez que vous étiez plutôt dans une démarche, je dirais, un peu discrète, ou d'humilité. Enfin, dites-moi si le mot est juste, mais en tout cas, c'est comme ça que je traduisais un peu votre réponse tout à l'heure, en disant voilà, on ne cherche pas forcément à mettre complètement en avant, trop en avant ce que nous faisons, de décrire précisément les actions. C'est pas le cas, en tout cas, d'autres marques ou d'autres entreprises. Valentin, est-ce qu'il y a un risque aussi, quand on décide de communiquer sur une action d'éco-conception, de mal le faire, ou en tout cas de ne pas être juste, on l'a vu, c'est technique, c'est précis, oui, par rapport à l'action menée? Oui, bah exactement. C'est précis, c'est technique. Et donc, la communication, on n'aime pas en général écrire des pavés. Donc forcément, il y a un risque. Il y a un risque de raccourci. On voit fleurir des allégations un petit peu vagues, hein, un peu fourre-tout. 100% éco-responsable, par exemple, ou sauve la planète, ou protège la Terre. Enfin, des choses comme ça qui sont évidemment, là, on est vraiment dans le greenwashing. C'est-à-dire que non, en fait, un emballage ne va jamais sauver la planète. Faut se le dire. Hein, un emballage, quel qu'il soit, aura un impact environnemental. C'est pour ça qu'il faut chercher d'ailleurs à le réduire, à améliorer sa fin de vie, etc. Donc ça, il faut éviter vraiment ces allégations globalisantes qui n'ont pas trop de sens. Et se dire vraiment à chaque fois que je communique sur l'éco-conception, il faut apporter des éléments de preuve. C'est ça qui est important, parce que c'est comme ça qu'on se posera les bonnes questions. Pourquoi en fait je fais ce changement-là? Pourquoi je pense, ou comment est-ce que j'ai vérifié que c'était vraiment la meilleure chose à faire? Et donc ensuite décliner vraiment tous les meilleurs éléments de preuve. Si je peux donner un exemple assez récent, hein, je pense qu'on a peut-être tous vu dernièrement la communication de la SNCF, hein, qui a basculé ses bouteilles d'eau en plastique, en PET, vers des briques et des canettes. Alors sans avoir d'avis sur l'impact environnemental de cette substitution, hein, où là l'ACV pourra dire si c'est une bonne chose ou pas, mais ça part, je pense, de peut-être pas le bon questionnement. C'est-à-dire que l'économie circulaire, ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut connaître en fait l'ensemble de la chaîne de valeur et savoir à un moment donné ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer derrière, et donc pourquoi est-ce que je le fais. Et donc on voit là un cas particulier qui est de se dire, je change mon emballage dans en fait un huis clos, hein, qui est le train, d'accord. Et à aucun moment je me pose la question de ce qui va devenir cet emballage-là, une fois qu'il va être jeté par le consommateur. Je suis dans le train, je consomme, que je sois en brique, en canette, en bouteille, je n'ai même pas de système pour trier mon emballage. Il n'y a aucune chance qu'il soit récupéré. Que je sois, donc peu importe le matériau, quel que soit, en fait la fin de vie n'est pas assurée. Et donc c'est bien de ça dont on parle quand on parle d'économie circulaire et donc d'éco-conception. C'est l'éco-conception, pas pour l'éco-conception comme ça de l'emballage tout seul, c'est l'éco-conception en vue qu'il lui arrive quelque chose. Et donc qu'est-ce qui va lui arriver? On espère quoi derrière? Et donc qu'est-ce que je mets en place pour réussir à faire en sorte que cet emballage-là puisse, oui, bénéficier peut-être d'une seconde vie ou avoir des impacts réduits. Alors, je note par ailleurs que, petite parenthèse, hein, mais c'est un sujet qui est important, qu'on traitera aussi dans les lives Citeo sur le hors-foyer et où peut-on trier. Voilà, on travaille par ailleurs, bien sûr, hein, avec des acteurs. D'ailleurs, on travaille avec la SNCF pour mettre en place justement le tri et donner plus accès au tri partout, tout le temps. C'est vrai que c'est indispensable. On dira peut-être un mot en fin de live sur les services et les outils et comment aussi on peut accompagner les entreprises. C'est un métier, la communication responsable, c'est un métier récent, vous le disiez, sur l'ingénierie environnementale, mais là aussi. Et donc, Citeo accompagne aussi ses clients et les entreprises dans cette entreprise, pas toujours simple. Un mot, Valentin, peut-être sur... on dit souvent, on entend souvent, et parfois on a le sentiment que les entreprises, que les marques n'en font pas assez en matière d'éco-conception pour justement limiter l'impact de leurs emballages. Est-ce que tu dirais que la démarche de Decathlon est un peu à l'image, que tu y vois des similitudes avec les démarches un peu des entreprises qui ont décidé de prendre ce pari, en tout cas d'y aller, ou est-ce que tu trouves que voilà, aujourd'hui c'est encore trop timide chez les entreprises françaises notamment, ou est-ce qu'on a, ça y est, bien pris le pas et que l'engagement est réel? Alors, je pense que par rapport à il y a 5 ans, l'engagement est réel. Il y a énormément d'entreprises, toutes les entreprises se posent la question et veulent trouver justement des solutions. La difficulté, c'est qu'on est un peu dans une zone là un peu de flou. Hein. Là, on a évoqué tout un tas de sujets qui déjà sont extrêmement complexes.
Donc vers quoi il faut que j'aille en tant qu'entreprise? Est-ce qu'il faut que j'aille justement vers moins de plastique, des plastiques recyclables, plus de plastique du tout? Est-ce qu'il faut que j'aille vers des papiers cartons, vers de l'acier, du métal, du verre? Toutes ces questions-là se posent pour les entreprises qui n'ont pas forcément justement les outils ou qui ne savent pas par où commencer. Et je pense que c'est la principale difficulté aujourd'hui. Je pense que tout le monde a envie d'y aller, il y a une vraie envie et ça vraiment on le voit au quotidien. En revanche, la question principale, c'est comment est-ce que je fais et quelle est la meilleure solution pour mon emballage à moi, c'est-à-dire celui qui emballe mon produit dans ma chaîne logistique avec mes consommateurs qui ont leur mode de consommation, dans leur mode de distribution. Voilà, c'est toutes ces questions-là en fait qui aujourd'hui posent problème, où il y a du flou, c'est pas simple l'éco-conception et donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu de timidité encore sur les résultats. Mais on va dire qu'en tout cas la volonté est là. Mais on voit certains standards de marché qui ont évolué et certaines solutions d'éco-conception qui se sont imposées aujourd'hui dans les rayons. Tu peux peut-être nous donner Oui, quelques tout à fait. exemples? C'est vrai qu'il y a eu des belles avancées. Parmi les exemples peut-être les plus flagrants, c'est les pots de yaourt par 4. Voilà. Il y avait tous une cartonnette avant. De plus en plus, ça s'est démocratisé. On a enlevé la cartonnette parce qu'on a vu qu'elle n'avait plus en fait vraiment d'intérêt à part celui d'avoir une plus grande surface de communication quelque part. Mais en termes de protection, on arrive pour les yaourts par 4 à être parfaitement, à ne pas gaspiller plus de produits en enlevant la cartonnette. Donc ça fait partie des exemples comme ça qui sont un peu démocratisés dans les rayons. On voit quand même beaucoup moins maintenant de gamme de yaourt avec des cartonnettes. Et on voit des choses un peu émergentes aussi. Je pense que si on regarde par exemple, dernièrement, il y a eu donc Bonduelle qui a supprimé certains couvercles de ses carottes râpées en barquette. Voilà. Ça c'est extrêmement intéressant aussi. C'est vraiment se reposer systématiquement la question de la fonctionnalité. Qu'est-ce que mon emballage… de l'usage aussi. Exactement, et de l'usage. Que la question de Bonduelle derrière était que font mes consommateurs de leurs barquettes? Ils se sont rendus compte que sur des barquettes de 150 grammes, en fait, elle était quasiment consommée en une fois à chaque fois. Bon, il n'y a plus besoin en fait, de la refermer qu'un couvercle. Donc cette perception consommateur de je vais pouvoir protéger mon produit quand je le remets dans le frigo, en fait, est un peu obsolète. Et donc, ils ont pu effectivement valider cette innovation et ça a permis de réduire, je crois, de 46% l'utilisation de plastique par cette entreprise. Fleur, quels sont vos prochains projets alors on l'a dit, il y a ce sont des échéances réglementaires et des actions qu'il va falloir faire pour être compliant avec cette réglementation, mais il y a aussi votre stratégie que vous menez. Quelle est la prochaine étape ou quelles sont les prochaines actions sur lesquelles vous tout à l'heure, je vous ai parlé de la production, notamment. On a été malheureusement très freiné par la crise sanitaire. Donc déjà, c'est d'aller auditer nos fournisseurs de packaging de manière à aussi les animer sur leur performance. On a également, je vous parlais de recyclabilité tout à l'heure, j'aimerais pouvoir vous dire demain qu'on maîtrise toutes nos encres et nos colles de manière à ce qu'elles n'impactent pas, ou en tout cas le moins possible, les flux de recyclage. Donc on va aller les étudier. On va également chercher à désancrer au maximum. Donc on parle d'éco-ancrage. Aujourd'hui, nos designers graphiques, donc ce sont les personnes qui vont aller jouer sur tout le visuel, à la différence de l'ingénieur packaging qui lui va jouer plutôt sur le volume. On va aller du coup étudier ça pour désancrer au maximum, pour donner le meilleur potentiel de fin de vie à cet emballage-là, pour que demain, un autre acteur de la distribution qui utiliserait notre emballage ne se retrouve pas avec un emballage trop ancré et donc pas recyclable parce qu'il est trop ancré et donc pas du coup derrière réimprimable avec son propre visuel derrière. Valentin, est-ce que tu peux nous dire comment, en quelques mots, comment Citeo est organisée et ce qu'elle propose pour accompagner, on l'a vu, c'est pas simple, on l'a dit, les entreprises, notamment ses clients, qui ont la responsabilité de financer la fin de vie, de se soucier de la fin de vie, d'agir en éco-conception et de financer la collecte et le tri, pour les accompagner, pour comprendre, mettre en œuvre sur l'ensemble des références de leurs produits. Un service assez articulé. Oui. Alors, on agit déjà vraiment, comme on l'a vu tout à l'heure, sur d'abord R&D innovation, essayer de faire émerger les solutions de demain et qui vont pouvoir nous aider. Notamment ces partenariats dont voilà, tu nous parlais avec le centre technique du papier. Exactement, on a avec l'IPC également sur la plasturgie, etc. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on arrive justement à donner les bons outils aux entreprises pour les accompagner dans le lancement de ces démarches d'éco-conception. Donc on a plusieurs outils, des outils plus pour des novices, comme Phil par exemple, qui est un facilitateur d'éco-conception en ligne, qui permet un peu d'avoir une checklist des bonnes questions à se poser quand je veux me lancer dans une démarche. On vient de lancer, là, semaine dernière, nouvel outil qui s'appelle LESS. C'est un peu un arbre de décision, une méthodologie pour se poser les bonnes questions sur la réduction de mes emballages. Justement, repenser les fonctionnalités, sont-elles toutes nécessaires? Comment est-ce que je peux encore réduire? C'est vraiment se poser les questions dans le bon ordre, quelque part, pour essayer de réduire au maximum. On a lancé en mars dernier notre nouvel outil tri
pour prendre en compte cette fois-ci la recyclabilité des emballages et donc l'état des connaissances à date sur les filières de recyclage qui existent et donc savoir si mon emballage va pouvoir, oui ou non, s'intégrer dans ces filières de recyclage-là. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, on a également BI, qui est un outil d'ACV simplifié pour les emballages pour permettre de regarder justement l'impact de certaines substitutions d'emballages sur tous les indicateurs. Et puis, on a lancé aussi début d'année le Campus Circulaire, qui est vraiment un programme de formation et d'accompagnement à l'éco-conception, mais pas que, communication responsable également, comprendre le recyclage, etc., qui est accessible donc sur l'espace des entreprises. Une dernière question pour Fleur. On a besoin d'être aidé, d'être outillé, d'être accompagné dans ces démarches. Valentin vient de nous décrire, voilà, je dirais la boîte à outils disponible que les experts Citeo ont développée. Qui vous accompagne? Vos fournisseurs, par exemple, sont-ils un partenaire clé pour mener cette réflexion? Complètement. Déjà, Citeo nous accompagne sur l'état des lieux en France, où en est le recyclage, comment est-ce qu'on peut, nous, contribuer à notre échelle Decathlon en tant que distributeur à mettre le moins de déchets non recyclables sur le marché, mais également nos fournisseurs qui, eux, sont aussi force de proposition, peuvent aussi parfois faire de la recherche pour nous proposer des qualités équivalentes, des résistances équivalentes avec des matériaux peut-être différents mais tout aussi recyclables. Donc voilà, c'est une chaîne, on prend en compte l'ingénierie de l'ingénieur packaging qui par le volume et des astuces va pouvoir peut-être mettre moins de matière. Notre designer graphique qui lui par sa fibre artistique va réussir à rendre un produit toujours aussi attractif mais avec peut-être moins d'encre et sur les matières, sur la résistance, etc. Nos fournisseurs, sur la recyclabilité Citeo. Donc on essaie de s'entourer des experts de chaque domaine pour pouvoir proposer les emballages les moins impactants, les plus vertueux. Je ne sais pas comment voir ça, mais voilà. Merci beaucoup en tout cas, merci. Pour ce partage d'expérience. Merci aussi Valentin de nous avoir accompagnés. Et puis merci à vous d'avoir suivi cet entretien donc sur le thème de l'éco-conception, cet échange. Le replay du live sera disponible dans quelques heures sur la chaîne YouTube de Citeo et sur LinkedIn. La séquence plus on sait, mieux on fait sur l'emballage idéal continue sur Twitter et sur LinkedIn avec des articles, la web-série Le Tour de la question, des infographies. Le prochain live sera sur le thème des nouveaux comportements éco-citoyens. Ce sera mi-décembre autour de la Journée mondiale pour le climat. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt sur les médias de Citeo.